Tac. Bonsoir à tous, bonsoir à tous les participants. Merci euh, s'être rejoints à ce webinaire. Du coup, je vais présenter le sujet de ce soir. On va attendre encore un tout petit peu le temps que les différents participants se connectent, mais en tout cas, ravi de vous avoir. Je m'appelle Nolwenn, bonsoir, je suis un des cofondateurs de Smile 3D. Ça fait quelques années qu'on accompagne les praticiens et les laboratoires dans la transition sur le digital dans leur pratique. On est intégrateur, comme je le disais, de matériel numérique, notamment de caméras intraorales, d'imprimantes 3D, de logiciels de conception, notamment Exocad, Formlabs, SprintRay sur la partie impression 3D. Et ce soir, on va parler d'un sujet qui est extrêmement intéressant et on a l'honneur d'avoir deux personnes qui vont pouvoir en dire un peu plus et pouvoir, j'espère en tout cas, réveiller quelques points d'intérêt, de curiosité auprès de vous. Et donc, du coup, je remercie aussi également, pour le coup, Dr Sébastien Meloul, qui a fait l'effort de venir sur ce webinaire. Il va pouvoir nous en dire plus, ça va être hyper intéressant. Et Bastien Joly, qui est prothésiste dentaire et formateur à Exocad, qui va nous en dire un petit peu plus aussi sur son expertise. Donc voilà, je vais arrêter mon partage d'écran et je vais laisser la main au Dr Sébastien Meloul. Merci beaucoup, merci pour cette introduction. Je ne savais pas que Bastien était formateur Exocad. Là, par contre, d'un coup, j'ai une petite pression. Donc, tu ne te moqueras pas de moi sur ça. Merci beaucoup, merci à tous les participants, tous ceux qui sont déjà connectés. J'espère que je vais éveiller quelques vocations parce que le sujet me tient à cœur. Il faut savoir que quand Nolwenn m'a proposé de parler sur ce thème, j'ai dit directement oui. Ça, vous allez juste comprendre parce que c'est quelque chose qui me travaille depuis un petit moment de ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on doit peut-être même faire au cabinet. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous nous les posez. Je pense que Nolan vérifiera un petit peu de temps en temps et si besoin. L'idée aussi ici, c'est vraiment de faire du partage d'expérience. C'est-à-dire que je ne vais pas faire un cours académique. Je vais vraiment essayer de mettre ma présentation déjà. Je vais vraiment vous partager ce qui se passe au cabinet, comment on a évolué, qu'est-ce qu'on a mis en place, qu'est-ce qu'on a raté, qu'est-ce qu'on n'a absolument pas envie de changer. Et on finira après par une petite conclusion là-dessus. Donc, tout commence en 2010. Je sors de la fac. 6 mois après, je rachète ce cabinet. Et là, j'ai l'impression d'être au top. C'est-à-dire que, à part la RVG et Logos dans le cabinet, il n'y a rien de numérique, mais j'ai l'impression que directement, c'est là où il fallait être. Mais il n'y a même pas de panneau, donc c'est la première chose que je mets en place. Ensuite, 2012, Conbeam. C'est le premier grand investissement que je fais et je suis hyper content de l'avoir fait parce que ça m'a ouvert plein de choses. Et en 2014, je fais ma première chirurgie guidée. Comme vous pouvez le voir, ça c'est les meilleures photos que j'ai retrouvées. Autant vous dire que les autres, elles n'étaient pas fameuses. À l'époque, on n'avait absolument pas les outils à notre disposition comme on pourrait les avoir maintenant. Vous voyez qu'on mélange du plâtre, on mélange des modèles qui étaient usinés à l'époque. C'était pas imprimé, je connaissais même pas l'impression 3D, mon prothésiste non plus. Et tout ce que vous voyez là, je n'ai absolument rien décidé. Allez, à peu près la position des implants, c'était la chance du débutant. Donc, comme j'ai eu beaucoup de chance, je me suis dit, je vais en faire d'autres. Et j'en ai fait d'autres, et j'en ai fait d'autres, et j'en ai fait d'autres, jusqu'à ce que jusqu'à ce que je prenne en fait un, puis 2, puis 3 échecs parce que je ne savais pas ce que je faisais avec la chirurgie guidée. Et j'ai eu ce réflexe humain que tout le monde a de dire « Non, mais le numérique, ça ne marche pas ». Et donc, je laisse tomber la chirurgie guidée, je ne laisse pas tomber mon Conbeam. Par contre, dès le début de mon exercice, je me sentais peut-être pas assez à l'aise ou pas assez confiant. J'ai décidé de beaucoup me former et notamment, j'ai fait des DU de paro, j'ai fait pas mal de choses, peu importe. Et la biblio était omniprésente. Et en cherchant un petit peu et en ayant l'habitude de lire, ce qui m'avait le plus marqué, c'était que une des causes majeures de périimplantite, en fait, c'est la malposition des implants, pardon. À peu près 40% des périimplantites que nous voyons, c'est parce que nous avons des implants qui étaient posés en position beaucoup trop vestibulaire.
Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait éviter par la chirurgie guidée. Et c'est pour ça que l'idée de revenir faire de la chirurgie guidée commençait à me titiller, mais j'avais eu de tellement gros échecs à gérer que j'avais imputé au guide que je ne voulais plus le faire. Continue un petit peu à progresser. En 2015, on déménage une première fois le cabinet. Et là, d'entrée, je veux me mettre à faire des choses un petit peu plus numériques. Et on s'équipe d'un autre Conbeam, on s'équipe de caméras intraorales, on s'équipe à ce moment-là, enfin quelques années plus tard, on a pris un Mojo. Et l'impression 3D arrive au cabinet. Alors, elle n'arrive pas pour faire des guides, elle arrive juste parce qu'un jour, un commercial ou je sais plus quoi, je vois passer une pub dans une revue, j'appelle le revendeur et il me dit « Ah, c'est cool, on peut imprimer des jouets et accessoirement, on peut faire des modèles. » Je me dis « Ça, c'est intéressant. » Juste, ça m'amusait, donc je commande ça. Et le jour où il me la livre, il me dit « Ah, on peut faire aussi des guides chirurgicaux. » Je n'avais aucune idée de comment on en faisait. J'avais ouvert Kodiak un petit peu, mais les logiciels, c'était pas tellement mon truc. Et j'essaye de faire un petit peu plus de photos, voire même beaucoup plus de photos. Et en fait, ce que vous avez là, alors le Mojo, je le mettrai un petit peu à part, mais globalement, vous avez ce qui a été la base de mon entrée dans le monde du numérique. Tous les éléments que vous voyez là, c'est des éléments auxquels je ne pourrais absolument plus me passer. Je ne peux pas prendre en charge un patient si je ne fais pas de photos. Conbeam, j'en ai besoin quasiment à tous mes patients. Les empreintes intraorales, tous mes patients sont scannés aussi. Et l'impression 3D, aujourd'hui, on en reparlera peut-être après, mais on a 3 imprimantes qui tournent en permanence au cabinet. Donc c'est quelque chose qui est central. Le Mojo, comme je dis, peut-être un petit peu moins central. Et en 2022, on déménage encore le cabinet, parce qu'en fait, c'est bien de prendre tous ces outils-là, mais ça prend de la place. Et si on veut pouvoir les utiliser et optimiser leur utilisation, il faut qu'ils soient faciles d'accès. C'est l'histoire de l'appareil photo. Si vous en avez un qui n'a pas de pile, qui n'est pas dans la pièce, qui n'est pas branché, que la carte mémoire elle n'est pas dedans, enfin, vous ne ferez jamais de photos. Ce qu'il faut, c'est qu'ils soient disponibles derrière vous tout le temps. Ben, tous ces outils, c'est pareil. Ça paraît cool. Au début, on nous le vend en disant que ça sera magique et vous allez pouvoir faire tout avec. Non. Je casse un peu le mythe, hein, mais non, ces outils, vous verrez, ça sera une de mes conclusions, mais il y a des courbes d'apprentissage quand on veut les mettre en place et il faut s'organiser pour pouvoir les utiliser de manière fiable. Et c'est ce qu'on a fait, qu'on a créé ce cabinet. Donc déjà, on a voulu un exercice de groupe, donc on est plusieurs à les utiliser et on a cherché à optimiser et le parcours patient, l'expérience patient et intégrer ces outils dans notre activité de tous les jours. Et voilà à peu près tout l'arsenal que l'on utilise quotidiennement. Donc on retrouve l'appareil photo, on retrouve le Conbeam, la caméra, on l'a changé entre-temps aussi. On en a changé même plusieurs fois. On a plusieurs imprimantes 3D. On a eu une usineuse, donc la Roland que vous voyez en bas à droite. On a eu le Mojo, après on a rentré la navigation, on a l'OptiShape pour prendre la teinte, on a pas mal de choses. Et le dernier arrivé au cabinet, c'est un système CEREC. Et en fait, j'ai fait vraiment l'inverse de ce que presque on entend d'habitude. C'est que j'ai pas commencé par du CEREC et faire ce que l'on appelle habituellement du chairside. J'ai rentré le CEREC en dernier. Je vais même vous dire très honnêtement, je ne l'utilise pas. C'est mes associés qui l'utilisent. J'ai tellement l'habitude avec le reste que personnellement, je ne l'utilise pas ou très très peu. C'est une machine formidable. Hein, je m'aperçois tous les jours de son potentiel, mais c'est hyper intéressant que finalement, je ne suis pas rentré là-dedans avec le CEREC. Et ça, c'est tous les logiciels que j'ai utilisés, enfin tous, en tout moins une grande partie, et je vais garder en fait en surbrillance ceux que j'utilise quasiment quotidiennement. Donc, Logos, vous connaissez, un logiciel de gestion du cabinet. J'explique, c'est pour les photos. Meshmixer, on en reparlera après, c'est un logiciel pour modéliser et retoucher des fichiers en STL, des fichiers 3D. Exocad, un logiciel de CAD-CAM dentaire. DSCore, c'est le dernier que j'utilise. On peut pas vraiment dire que c'est un logiciel, mais c'est quelque chose qui, j'ai la sensation, qui va centraliser beaucoup de nos données à l'intérieur du cabinet. Relus, c'est pour segmenter des fichiers 3D. SmileCloud, que tout le monde connaît pour faire des smile design. Le MSoft, qui est un logiciel de modélisation pour les guides, enfin de planification implantaire. Tous les autres logiciels que vous voyez là, enfin qui étaient là, il y en a que j'ai plus ou que j'utilise plus, mais ce sont tous des logiciels que j'ai beaucoup utilisés et avec lesquels je suis assez à l'aise. Et ce que je me suis aperçu en réalité, ça peut paraître beaucoup comme ça, mais
Finalement, il paraît, je suis très très nul dans les langues étrangères, mais il paraît que plus on connaît de langues, plus c'est facile d'en apprendre. Dans les logiciels de CAD/CAM, dans les logiciels de manipulation d'objets 3D, c'est à peu près la même chose. Les premiers sont complexes d'entrée parce qu'il y a des habitudes à prendre, parce qu'on n'a pas l'habitude du vocabulaire, parce qu'on n'a pas l'habitude de la gestuelle. Puis une fois qu'on en maîtrise un deuxième, un troisième, après on apprend de nouveau, c'est vraiment pas compliqué, c'est même plutôt simple. Et si je reprends un petit peu ce qu'on a l'habitude de voir, c'est qu'est-ce qu'on peut faire au cabinet? Tout de suite, on a cette idée en tête, je vais faire du CEREC. Je vais faire ce qu'on appelle le chair side. Alors, c'est vrai que c'est génial parce que là, en l'occurrence, c'est un cas qui a été réalisé par mon associé Benoît Brigné et il m'a gentiment passé les images. On scanne le patient. Ici, c'était pour faire 2 onlets. Temps de scan, 4 minutes. C'est hyper rapide. On ne bouge pas de notre zone de travail. On reste sur notre machine. On peut modéliser directement l'onlet. On trace les limites, quasiment tout est fait par intelligence artificielle, on n'a que quelques retouches à faire. Modélisation pour un onlet, 5 minutes. L'usinage hyper rapide, donc vous voyez, on a 2 fraises qui tournent en même temps. Les chemins d'optimisation de passage de fraises sont hyper bien faits, c'est hyper rapide. Et après, on a de la finition, c'est-à-dire qu'il faut couper. Donc ce sont des petits ballotins, des petits disques, ici des petits cubes de... Ici c'est de... J'ai un trou. C'était de l'IMAX et il faut le couper de son support. Une fois que c'est coupé, il faut le maquiller, on le met à cuire et c'est 25 minutes plus tard, à peu près, c'est prêt et Benoît le récupère et va le coller dans la bouche du patient. C'est-à-dire, temps de travail, on a moins d'1 heure entre le moment où on a fait le scan et le moment où on peut aller coller en bouche et c'est terminé. Et dans ma tête, pendant longtemps, quand je pensais chairside, quand je pensais à qu'est-ce que je peux faire au cabinet, j'étais focalisé là-dessus et je ne pouvais pas faire grand-chose de plus. Et c'est complètement faux et ça limite beaucoup notre pratique. Et en réalité, comme je le dis, ça, ce que vous voyez là, c'est le dernier truc que j'ai découvert au cabinet. Je suis rentré en fait par la porte de la chirurgie parce que j'ai une activité exclusive chirurgicale, je ne fais que de la paro et de l'implantologie. Et donc la première chose que j'ai modélisée, ça a été des wax-up et des guides chirurgicaux. Et après, progressivement, j'ai appris à modéliser des dents, pas dans une petite CEREC, mais directement sur Exocad. Ça, on le verra un petit peu après. Et dans mon flux de travail, ce qui a complètement changé, c'est qu'aujourd'hui, quand j'entends Digital Workflow, pour moi, c'est 4 étapes. La première, c'est acquisition de données. Photo pour tous les patients, empreinte intraorale, scanner, enfin CBCT, et plus ou moins Modio. Une fois que j'ai acquis ces données, donc ça c'est fait intégralement au cabinet, on peut commencer à planifier. Planification prothétique systématiquement dans un premier temps, qui est une dent à remplacer. Alors, je vais souvent parler d'implant parce que c'est ma pratique, mais c'est un lapsus, c'est un abus de langage, qui est une dent à faire ou qui est toute une arcade ou un complet bimax, on commencera par un wax-up prothétique. Et il n'y a qu'à partir du moment où j'ai cette vision prothétique, cette finalité prothétique, que je peux passer à une planification implantaire et designer mon guide chirurgical. Vous verrez après, je vous dirai quand est-ce que je délègue, quand est-ce que je ne délègue pas, mais on va partir du principe que ce que vous voyez là, c'est ce que nous faisons au cabinet quotidiennement. Ensuite, on va passer à la fabrication. Donc maintenant, on a un vrai petit laboratoire au cabinet où on peut usiner sur donc une Roland, une 52 DCI, et on a plusieurs imprimantes 3D qui nous permettent d'imprimer des modèles, des guides chirurgicaux, certains provisoires, des gouttières. Globalement, c'est à peu près tout ce qu'on imprime. Et après, évidemment, l'idée, c'est de passer en clinique. C'est là où la chirurgie guidée prend tout son sens. Mais vous voyez que là, quand on veut parler de chirurgie guidée, en réalité, c'est la fin d'une chaîne de travail. Si je n'ai pas acquis des données, si je ne l'ai pas bien planifié, si je ne l'ai pas fabriqué, si je n'ai pas imprimé ce guide, je ne peux pas passer à la chirurgie guidée. Et le numérique continue, puisque beaucoup de nos mises en charge immédiates sont faites avec une empreinte post-opératoire et on redesign un provisoire. Alors, très souvent, ce design de provisoire-là est fait par le laboratoire. Cette fois, je passe la main pour des problèmes et de compétences et de temps. Parce que là aussi, à un moment, il faut savoir dire stop, ce n'est plus de mon ressort. Mais c'est quelque chose qui nous accompagne tout le temps. Et on va garder en tête ce schéma-là, puisque c'est quelque chose qui m'a beaucoup travaillé et qui nous a permis aujourd'hui de créer des protocoles de travail dans quasiment toutes les situations. Ça, on verra un petit peu à la fin. On va voir ça en fait à travers différents cas cliniques, c'est beaucoup plus parlant. Ça, c'est un ancien cas. Et c'est le premier cas où j'ai design moi-même un provisoire pour une dent antérieure. Alors, je vois déjà Bastien qui est en train de rigoler, tu ne te moqueras pas de la tête du provisoire, c'était le premier, mais on regardera plutôt la finalité. Donc ici, Jean-Claude, il vient nous voir parce qu'il a
il y a quelques années en arrière, reçu un trauma sur sa 21, et en réalité, c'était 21-32 qui était à remplacer. Résorption interne, la dent est non conservable, et on lui propose de passer par une technique d'extraction implantation immédiate. Vu que là, on est vraiment sur du partage d'expérience, sur de la modélisation, du numérique, de la gestion de flux de travail, je rentre absolument pas ou très peu dans les détails d'extraction, d'implantation immédiate sur le positionnement des implants, même si j'adorerais passer du temps, mais c'est une question de temps et il va falloir cibler les problèmes. Tous les patients passent par ce système de clone digital. C'est le cumul de photos, empreintes intraorales, que ce soit des STL ou des PLY. La seule différence entre les deux va être la couleur. STL, il n'y a pas de couleur, PLY, vous avez de la couleur. Et fichiers d'ICOM, c'est les fichiers de vos clones BIM. Une fois qu'on a récupéré ces fichiers pour créer notre clone digital, on va pouvoir créer un worksup à partir de la situation initiale. Et ici, vu qu'on est en extraction implantation immédiate, un modèle post-extractionnel. C'est un modèle sur lequel vous avez extrait virtuellement la dent. Ça, c'est ce qu'on faisait à l'époque. Et ça, c'est ce qu'on appelle... on passe à l'étape suivante, qui s'appelle le matching, où on va devoir donner des points de concordance entre votre fichier d'ICOM et votre STL de départ pour pouvoir superposer ces situations. Et c'est là où vous vous retrouvez avec ce clone virtuel, ici partiel du patient, où sur le même modèle, vous avez l'os, la muqueuse, les dents, et vous allez pouvoir travailler là-dessus pour passer à la planification implantaire. Ici, je vous montre la planification de l'implant. Alors, c'est assez simple. En fait, à ce stade-là, c'est un jeu vidéo. Bien évidemment, je vais partir du principe que vous connaissez toutes les règles logiques de positionnement de l'implant. J'ai tendance à enfouir assez généreusement mes implants. En fait, je pars toujours du collet de la dent à remplacer. C'est-à-dire, je sais où est mon collet et je veux minimum 4,5 mm depuis le collet de ma dent à remplacer, et pas de la dent existante, jusqu'au col de mon implant. Ça va me permettre de pouvoir gérer cette partie de tranche gingivale. Ceux qui ça intéresse plus, je vous donnerai une petite adresse à la fin, on va dire. Et à partir de là, on pose notre implant et on va regarder dans toutes les coupes le chemin de l'implant, où est-ce qu'on va se retrouver avec de l'os qui va nous permettre d'obtenir cet ancrage, cette stabilité primaire, puisqu'en fait, pour moi, l'indication de pose d'implant immédiatement, elle est, est-ce que je peux obtenir ma stabilité primaire ou pas? Je ne parle pas ici pour que simplement la mise en esthétique immédiate, je parle vraiment, est-ce que je vais poser mon implant en même temps que je pose l'implant? Si je sais que je peux obtenir ma stabilité primaire, parce que je vais pouvoir dépasser de 3 à 4 mm au-delà de l'apex de la dent que je dois remplacer par mon implant, j'y vais. Et une fois que l'implant est bien positionné, que ça répond à toutes les règles que vous vous êtes établies, on va modéliser le guide. Ici, je suis dans le MSoft, donc c'est la version SMOP de chez Miss, où on a ces guides très ajourés. Et vous voyez que c'est assez simple. En fait, vous avez une barre en haut de progression. Je suis la progression, j'ajoute mes différents fichiers STL. Une fois que c'est fait, je passe en mode de production, de modélisation de guide. Et pareil, je suis les étapes une par une. Au départ, donc, on met ces genres de piliers de stabilisation qui vont venir s'ancrer sur les dents. Et après, je relie toutes les parties de mon guide, donc que ce soit en palatin et en vestibulaire, pour pouvoir solidariser en fait tous ces éléments-là. Donc là, ça va assez vite. Et tout est modifiable, c'est-à-dire que ce soit la taille des pieds sur les dents, la forme des différents tubes. Ici, tout est personnalisable. On modélise le guide. Si on dit à l'ordinateur, OK, c'est bon, vas-y. Et là, il va enlever toutes les parties qui sont en contact avec le fichier STL pour que nous n'ayons plus qu'un seul élément qui va venir se clipser sur vos dents. Une fois que vous avez obtenu ce guide, il va falloir l'imprimer. Là, on va passer sur un autre logiciel. Alors, je suis un fan depuis maintenant plusieurs années de toute la suite Formlab. Je crois que je les ai toutes eues depuis la Forme 2. Donc, j'ai eu Forme 2, Forme 3, Forme 3B, maintenant la Forme 4, grâce à Nolven, la Forme 4 d'ailleurs, merci beaucoup. La prochaine fois, tu me préviendras qu'elle était plus haute que les autres. On vous expliquera après pourquoi. Et je suis fan de cette chaîne-là parce que c'est quelque chose de simple, rapide et efficace. Alors, aujourd'hui, il y a eu par un moment un débat, est-ce qu'on peut utiliser ce genre d'imprimante ou comparer ces imprimantes à des imprimantes beaucoup, beaucoup plus haut de gamme ou industrielles, type Stratasys et autres. Honnêtement, aujourd'hui, je crois, si je dis pas de bêtises, qu'on a dépassé l'impression des 1000 guides depuis 2015, 2016. Donc on commence à en avoir fait pas mal. Moi, perso, à titre personnel, j'en ai utilisé plus de 800. Et j'ai rarement eu de guides qui ne rentrent pas. J'ai eu d'autres problèmes, des guides qui
cassent, des guides que j'ai mal designés, j'en ai eu plein. Mais je peux pas dire que l'impression 3D ne fonctionne pas et je suis vraiment un fan de toute la gamme Formlab. On en a eu d'autres, hein. J'ai eu des Nextdan, j'ai utilisé la Prime Print aussi, j'utilise beaucoup à l'hôpital. C'est des très bonnes imprimantes, hein. C'est juste que j'aime ce côté hyper simple. Ici, on va récupérer le fichier STL de notre imprimante, on va le mettre dans ce programme qui s'appelle Preform, qui est en réalité ce qu'on appelle un slicer. L'impression 3D, il faut s'imaginer ça comme un millefeuille que vous allez reconstituer. C'est l'imprimante qui va le faire. Le logiciel va découper votre modèle en une centaine de couches d'une taille donnée. Ici, en l'occurrence, on lui demande des tailles de 100 microns. Ça veut dire qu'il va découper en 100 microns, 100 microns, 100 microns. Et pour que ça puisse tenir sur le plateau d'impression, vous avez ces tiges d'impression et ce plateau d'impression qui va être le garant que rien ne tombe. Une fois que vous avez eu ces tiges, vous avez designé, enfin le logiciel l'a designé, vous vous baladez dans le modèle pour vérifier qu'il n'y ait pas de point bleu dans le vide. Parce que selon comment vous allez orienter votre modèle et comment les tiges se positionnent, ça peut arriver. Si jamais il y avait des malpositions ou des choses, vous pouvez modifier toutes les petites tiges. Ça, c'est hyper bien fait. Et c'est là où j'ai vu aussi l'évolution dans le temps de ces logiciels. C'est qu'avant, on avait des aberrations qui aujourd'hui n'arrivent quasiment plus. Simplement, le logiciel ne sait pas que ça, c'est une douille en l'occurrence ici. Donc, il a tendance des fois à mettre des tiges à l'intérieur. Vu que je vais vouloir glisser une douille en métal à l'intérieur de ce guide-là, il faut rien qui est, du moins c'est mieux de ne rien avoir lors de l'impression. Une fois que c'est bon, on envoie à imprimer et là on a le temps en bas, 1 minute 26 d'impression. Sur une forme 4, ça serait encore plus rapide et vous laissez faire la machine. 1 minute 26 plus tard, on récupère notre modèle. Donc là, on est sur le plateau d'impression. Donc ça, c'est ce qui est dans l'imprimante. Et vous voyez que quand il sort du modèle, il est tout gluant puisqu'en fait, on a un bac de résine liquide dans lequel est polymérisé couche par un laser ce guide-là. Et donc, quand il sort, forcément, vu qu'il a trempé dans ce bac en résine, il est dégueulasse. Donc là, il va falloir le passer dans un bain d'alcool isopropylique. Donc maintenant, on utilise aussi la forme wash de Formlab. Pour ça, j'ai essayé plein de choses. En aparté, je vous dirai ce qui marche et ce qui marche moins bien. Là, l'avantage, c'est qu'on reste sur le même système. Les programmes sont préétablis à l'intérieur. Vous mettez le temps indiqué pour la résine. Donc là, en l'occurrence, on le nettoie pendant 20 minutes. 20 minutes plus tard, ça remonte tout seul, ça sort de la machine, comme ça commence déjà à sécher à l'extérieur. Les recommandations fabricants, c'est de laisser sécher pendant 30 minutes. Là, c'est un peu long. C'est ce qu'il faut faire normalement. Et une fois que c'est fait, vous allez le polymériser. Donc, c'est à 60 degrés pendant aussi 30 minutes, je crois de mémoire, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Et une fois... Ouais. Seb, je me permets. Tu as parlé d'1 minute 26, c'est bien 1h26 sur la forme 3B+. Ouais. Petite amalgame, mais 1h26. Pardon, 1h26, pardon. Et sur la forme 4, on est aux alentours des 35-40 minutes. Voilà, après, ça reste rapide. Le plus long, pour moi, c'est la post-production. Donc, c'est temps de nettoyage, de polymérisation, si on veut vraiment respecter les temps fabricants. Et une fois que vous avez collé votre douille à l'intérieur du guide, vous vous retrouvez avec ce guide-là. Une fois que ça, c'est fait, dans la planification, en réalité, ce qui est hyper intéressant dans le logiciel, dans le MSoft, c'est que je peux récupérer le scan body avant l'intervention. En gros, je me retrouve avec les éléments que j'aurais si jamais j'avais fait déjà l'intervention. Donc là, je vais vous montrer dans Exocad comment ça se passe. Donc, vous créez un fichier patient, vous lui indiquez que sur la 21, vous allez faire une couronne, vous lui dites que c'est une couronne transvissée. Ici, je lui indique juste que le modèle que je vais utiliser et le modèle sur lequel il y a le scan body sont les mêmes. Je n'ai pas un modèle scan body et un modèle que de la muqueuse, puisque je suis en préopératoire, en pré-op, et ça m'est égal d'avoir la gencive qui ne soit pas parfaite. Du moins, à ce moment-là, je m'en foutais un petit peu. On a le modèle sans la dent avec le scan body. On récupère aussi sa situation initiale pour avoir la forme de la dent initialement. Ici, je lui indique que je vais poser un MIS. Je lui dis que je vais utiliser une embase titane de hauteur 3 au début. Et je lui dis que je vais du rotationnel. Donc ça, je retrouverai pendant l'intervention. Et c'est exactement ce que ferait un laboratoire de prothèse pour réaliser une couronne définitive. Donc on positionne notre dent, on adapte la forme. Ici, pour le moment, on adapte juste la taille et plus ou moins la position. On n'est pas encore sur de l'adaptation fine où on peut modifier complètement la forme de la dent. Et vous voyez que le logiciel, en fonction de comment je bouge la dent, a tendance déjà à déformer la dent, puisqu'il a reconnu en fait la position des dents adjacentes. Si cette forme de dent me déplaît, je change de forme de dent, je vais prendre quelque chose qui me plairait un petit peu plus. Là, pareil, je peux bouger dans tous les sens. Ici, dans un premier temps, c'est simplement un positionnement global de la dent.
Une fois que c'est fait, je vais pouvoir travailler au niveau de l'embase, donc la partie transgingivale, et je regarde un petit peu comment ça se passe. Et là, je m'aperçois que finalement, la hauteur de 3 mm, j'aime beaucoup utiliser ces embases le plus éloigné possible de l'implant. J'adorerais rentrer dans les détails là-dessus, mais le temps va nous manquer. Et là, je m'aperçois que pour avoir une forme optimale, c'est pas terrible. Bah, c'est pas grave, je passe en mode expert ici, donc je sors de l'assistant et je vais changer, je vais dire que je veux une autre embase et je peux modifier à nouveau le bas de la dent pour venir créer ce profil d'émergence idéal. Donc là aussi, il y a plein de choses qui sont décrites dans la littérature. Moi, ce que j'aime essayer d'avoir, c'est donc faire attention à cette zone critique, sous-critique. Donc zone critique, 1 mm autour de la gencive pour maintenir cette miette qui doit être concave. Et ensuite, quelque chose de convexe en dessous. Voilà. Je schématise un petit peu, c'est un tout petit peu plus complet que ça, mais ici, l'idée, c'est de prendre les règles de la biologie, d'adapter à la forme. Et c'est là où, pour moi, le fait de modéliser, ça a changé beaucoup de choses. C'est que transmettre ces règles à un prothésiste quand il n'a pas tellement l'habitude d'avoir ce genre de demande-là, c'est pas simple. On lui fait des dessins et très souvent, j'ai été déçu de la forme que j'obtenais. Il fallait que je retouche, il fallait qu'on change les provisoires. On avait beaucoup d'allers-retours qui, des fois, étaient assez frustrants. Donc, on préférait avoir des provisoires évidés, consolidarisés en bouche, mais c'était pas évident de sculpter en bouche. Et donc, je passais beaucoup de temps et j'avais des résultats qui n'étaient pas terribles. Et c'est pour ça qu'initialement, je me suis mis à vouloir faire mes propres provisoires, parce que j'ai voulu essayer de comprendre pourquoi est-ce que c'est si compliqué. Et je me suis aperçu que c'est pas si compliqué. Quand à la fac, on nous avait appris à faire des vrais wax-up avec de la cire, où on montait avec les PKT et compagnie, ça, c'est compliqué. Là, modéliser une dent avec une souris, une fois qu'on nous a appris 2-3 mouvements, c'est pas compliqué. Là, oui, effectivement, la vidéo, elle a accéléré et c'était un des premiers. Et si on regarde bien dans le détail, il y a beaucoup de choses qui vont pas. D'ailleurs, on le verra un petit peu plus loin. Mais ça m'a ouvert l'esprit sur ce mode de travail-là. Et je me suis dit, je veux absolument savoir maîtriser ce logiciel-là. Donc, lorsqu'on passe maintenant à la clinique, c'est pas compliqué. On enlève la dent, c'est la partie la plus compliquée de l'intervention. On positionne l'implant grâce à notre guide et je mets en place le provisoire. Là, le provisoire, il avait été imprimé aussi. À ce moment-là, je n'avais pas encore d'usineuse au cabinet, j'avais que de l'impression 3D. J'avais 2 imprimantes à ce moment-là, une qui faisait les guides, une qui faisait les modèles, et une qui faisait les provisoires, pardon. Et c'était très bien comme ça. Il y a beaucoup à redire sur la forme du provisoire, sur la forme de la dent globale, et c'est pas terrible. Mais ce qui m'intéresse, c'est comment ça évolue. Et c'est là où j'ai vu beaucoup de choses. 3 mois après, ça commence à être pas mal. Au niveau radiographique, ça paraît bien. Je vous dis ça paraît bien parce que là aussi, vous allez devoir me faire confiance, mais je vous certifie que toutes vos chirurgies guidées, quelles qu'elles soient, sont déviées. Elles sont toutes fausses. Radiographiquement, on peut avoir très peu de différence, mais elles sont toutes légèrement pas comme ce que vous avez prévu. Mais ça, c'est intéressant. Parce qu'une fois qu'on avait sculpté ce profil d'émergence, alors ici, on a un parodonte qui est hyper favorable. On a fait ce qu'il faut aussi pour que ce soit dans de bonnes conditions. Mais lorsqu'on arrive dans cette situation-là, on a transmis le stress du dentiste au prothésiste. Parce que maintenant, lui, il va devoir faire le travail. Donc, on prend une empreinte optique, on récupère le bon profil d'émergence, on choisit aussi la teinte. Ici, on avait utilisé, je crois, l'Optichet, je crois, à l'époque. Et on dit au labo, voilà, j'aimerais que tu me fasses une dent zircone transvissée avec un cutback vestibulaire et tu me feras une jolie céramique. Donc ça, c'est le jour de la réception. On met ça en place, on montre au patient, et là, il n'est pas content du tout. Il me dit, mais ça va pas, elle est trop longue la dent. Et en fait, c'est juste que au départ, on lui avait proposé de faire des retouches au niveau des collets, de faire des retouches de faire de l'ortho. Il n'a rien voulu savoir. Et en fait, on lui dit, heureusement qu'il y a des photos, d'où l'intérêt de faire des photos, c'est que le problème ne vient pas de la longueur de la 21, mais de la longueur de la 11, en fait. Donc, c'est pas grave, on décide de faire une petite élongation coronaire. 6 mois plus tard, le patient est ravi. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on a un résultat qui se maintient dans le temps. Là, on est même maintenant à 4 ans post-op. Le patient est super content. Et nous, on est content parce qu'il est content. Et c'est le premier cas où je me suis dit, OK, je veux systématiser la réalisation des provisoires unitaires au cabinet. Et on a poussé un peu, on a continué à travailler dans ce sens-là. Ça, c'est un cas beaucoup plus récent. On a une fracture de la 22, pardon, une dent qui n'est pas conservable à nouveau. Là, on va décider de faire à peu près la même chose,
Sauf que comme j'ai gagné un petit peu en confiance dans ma capacité de modélisation et dans le temps que ça me prend, parce qu'autant pour le CEREC, modéliser, c'est 5 minutes. Dans Exocad, quand vous n'avez pas l'habitude, c'est pas 5 minutes. Et alors, prévoyez d'y passer un petit peu de temps. Maintenant, vraiment, je pense que je peux mettre 5-7 minutes pour faire une dent, voire même peut-être moins que ça. Et ici, c'est ce qu'on va utiliser cette capacité-là. C'est-à-dire qu'on va faire la même chose. La différence, c'est que j'ai optimisé le positionnement encore de mes implants. J'ai un peu plus travaillé là-dessus. On voit que j'utilise ici un pilier intermédiaire. Donc, on va dire la philosophie de travail de l'immediate abutment. Pareil, je peux malheureusement pas par le temps rentrer dans ce genre de détails-là, mais c'est hyper intéressant. Et on passe à la chirurgie. Mais vous voyez qu'ici, on a imprimé le guide. J'ai pas encore fait mon provisoire. On va faire ça différemment. Ici, on a un provisoire, un parodonte qui est beaucoup plus fin. Là aussi, j'ai aussi changé un petit peu mes protocoles de travail dans le temps. C'est que maintenant, le greffon de conjonctif, je le fais avant d'extraire la dent. Il y a des avantages, des inconvénients en deux. Ici, le gros inconvénient, c'est que l'extraction doit être hyper atraumatique, puisque vous avez en plus le greffon. Donc, si vous commencez à être un petit peu trop bourrin, vous n'allez pas avoir de bons résultats. Positionnement du guide, positionnement de l'implant à travers le guide, ça, il n'y a rien qui change. On positionne notre direct abutment, notre immediate abutment. L'idée, c'est de ne plus jamais toucher à la majeure partie de la zone transgingivale et de la zone au niveau du contact du col de mon implant, qui est la zone la plus critique et la plus fragile, on va dire. On va se mettre à travailler sur une zone beaucoup plus haute, un petit peu comme si on était sur des implants type tissu level, et c'est beaucoup plus simple à gérer. Donc là, voilà la situation tout de suite en post-op. Je n'ai pas encore comblé mon gap vestibulaire. On voit un petit greffon de conjonctif. Le pilier est là. J'ai une très bonne stabilité primaire. Je mets en place mon scan body. Je réalise mon empreinte. Je ferme, je mets une petite vis de couverture par-dessus et je vais combler maintenant. Et là, je repars sur Exocad et je design mon pilier ici. Je fais l'empreinte avant de combler. Comme ça, vous voyez que j'ai une très belle définition de toute ma zone autour de l'implant. L'idée, c'est vraiment de conserver ce volume qui a été initialement créé par la nature et d'optimiser la forme du provisoire pour venir conserver ça et optimiser le profil d'émergence et la quantité de tissu. Donc, pareil, j'envoie ça à usiner, sachant que là, c'est pas usiné sur un CEREC, c'est usiné sur donc une usineuse, on va dire, de laboratoire, un plus gros modèle. Les temps d'usinage sont plus longs. On a à peu près 20 à 25 minutes d'usinage pour ça. Par contre, en termes de, ici on est sur de la PMMA, en termes de post-production, c'est 2 minutes de polissage et on le visse directement. Il n'y a pas de retouche puisque je viens de le modéliser. J'ai pu vérifier l'occlusion quasiment en direct, sur le modèle, puisque c'était parfait, donc je mets en sous-oc directement. Et on demande juste à la patiente de rester avec nous une petite heure, le temps de modéliser, imprimer, on voit notre patient et on met ça en place. Le résultat est hyper satisfaisant. Le jour de la dépose des points, on voit que ça mature bien, la patiente est contente, et ça, c'est le résultat 4 mois plus tard. On a un super résultat, et ça, c'est quelque chose d'extrêmement prédictible. Dans la zone antérieure, maintenant, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est-à-dire que je fais pas systématiquement mes provisoires en amont, parce que mes chirurgies guidées sont légèrement déviées, et dès qu'on a un impact esthétique fort comme ça, il vaut mieux refaire le provisoire, enfin j'aime bien le faire dans un second temps, et on a pareil des sculptes de profils d'émergence qui sont hyper intéressants. Donc là, après à ce stade, c'est plus moi qui gère pour la prothèse, je laisse mon correspondant reprendre la main, et voilà, tout le monde est content. La patiente, ça a été rapide, en gros, il y a eu une seule grosse séance où elle est venue, on a mis l'implant, on a mis le provisoire un peu en décalé, mais de toute façon, le patient, une fois qu'il est venu, qu'il reste ici 1 heure ou qu'il reste 2 heures, ça ne lui change pas énormément. Et on a quelque chose d'hyper prédictible. On a continué un petit peu à pousser le délire parce que je voulais aussi systématiser ça en zone molaire. Alors, en zone molaire, ce n'est pas tellement pour faire des provisoires, mais c'est plutôt pour faire des SSA. Là aussi, 100% des SSA que je fais sont faits au cabinet. Ils ne sont absolument plus faits à l'extérieur. Et voilà comment on fait. Donc ici, on est sur une molaire qui est fracturée, qui a une carie, voilà, on ne peut pas conserver. On va ajouter un élément. Ici, ça va être de la segmentation. Donc là, on va utiliser ce que tout à l'heure on a dit, ReLU. ReLU, c'est un logiciel, c'est un système en SaaS, c'est-à-dire que vous avez ça sur Internet. Vous allez uploader vos données, c'est-à-dire votre DICOM, votre fichier STL, et il va analyser tout ça pour en tirer des données anatomiques. Il va séparer les dents, il va séparer l'os, il va séparer les nerfs, et tout ça, il va pouvoir vous les repositionner dans l'espace, la même
configuration dans l'espace que celle de votre empreinte initiale. Ça, c'est important de bien le garder, puisque c'est ce qui va me permettre par la suite de pouvoir tout superposer. Ensuite, je vais dans MeshMixer. C'est là où le premier logiciel que j'ai utilisé pour extraire des dents. Donc, pour extraire une dent sur MeshMixer, c'est pas compliqué. Il suffit de colorier la dent que l'on veut enlever. Donc, toute la partie orange, c'est la partie sur laquelle vous allez avoir un impact. Vous pouvez vous lisser un peu la zone et vous vous retrouvez avec ça. Alors ça pourrait déjà être utile, mais là, je n'ai pas la configuration exacte de la dent. Ben, pour ce faire, je vais importer aussi la dent que j'ai segmentée dans Relu. Vu qu'elle a les mêmes coordonnées, elle se repositionne toute seule au bon endroit. Et je fais ce qu'on appelle une différence booléenne. Et je me retrouve en fait avec ce genre de modèle-là, où on a une réelle extraction virtuelle qui a été créée. Il y a plein de solutions pour arriver à ce stade-là. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de faire cette manière-là. Ça, c'est notre flux de travail. Il y a peut-être plus optimal, plus rapide. Nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et ça nous donne de super résultats. Et maintenant, mon modèle de travail, le modèle sur lequel je vais réaliser mon guide et mon SSA, c'est le modèle avec l'extraction. Ça doit être la même situation que celle que je vais obtenir directement après l'extraction de ma dent. Donc là, je fais exactement comme tout à l'heure. Sauf que comme dans mon logiciel de segmentation, j'ai aussi segmenté les nerfs, c'est-à-dire que j'ai récupéré la forme du nerf exact et sa position dans l'espace, je les réintègre en tant que fichier STL, mais en réalité, c'est juste que ça m'indique la position du nerf et ça me permet d'avoir une visualisation précise sans avoir à tracer le nerf qui des fois est un peu fastidieux, on voit mal, enfin, c'est pas toujours la chose la plus simple. Ici, je fais une intégration d'un fichier STL, vu qu'il est directement superposé au bon endroit, ça se fait tout seul, et après, c'est comme tout à l'heure, jeu vidéo, je positionne l'implant par rapport à un futur projet prothétique, je vérifie le positionnement par rapport au-delà des apex des dents, je mets toujours mon système d'immédiat abutement. Vous voyez que j'ai ce pilier connect que j'adore. Et après, on passe à la modélisation du guide. Tout ça, mis bout à bout, ça paraît comme ça long. En fait, le plus long, c'est de récupérer les données au début, parce que pour le moment, on a des fichiers d'ICOM d'un côté, on a des fichiers STL d'un autre, on a des photos si besoin. Il faut les emmener dans un premier logiciel, enfin dans Relu, après il faut les ramener dans le MSoft. C'est ce qui me fait le perdre plus de temps, c'est devoir jongler de logiciel en logiciel. Au-delà de ça, à l'intérieur même de chaque logiciel, on y passe très peu de temps. L'intégralité ici de la modélisation de ce guide-là, ça prend 10 minutes. C'est pas le plus long. Et une fois que ça a été modélisé le guide, je récupère mon modèle initial avec l'extraction virtuelle sur lequel le scan body a été positionné. Je vérifie le bon positionnement de ma réplique de laboratoire. Et ici, je vais pouvoir designer en fait mon SSA. Un SSA, c'est quoi? C'est juste une couronne qu'on a adaptée à un profil idéal et on a complètement coupé la surface occlusale. En fait, je mets dans le logiciel, je lui demande de me créer une couronne. Et après, je n'ai plus qu'à aller venir combler les espaces pour venir parfaitement épouser la forme de l'alvéole que je vais obtenir directement après l'extraction de la dent. Là aussi, il y aurait beaucoup de détails sur lesquels on pourrait discuter beaucoup plus longuement sur la forme de chaque partie de cette vis de cicatrisation personnalisée. Mais ici, je veux vraiment juste qu'on regarde le flux de travail que l'on utilise au cabinet. Une fois que c'est fait, maintenant, les SSA sont usinés, le guide est imprimé, et on part en bouche, on sépare les racines. L'idée, c'est d'essayer d'être le plus soft au niveau de l'extraction. On essaie de ne pas casser le beau septum qu'on a ici au milieu. Et on positionne notre implant. Une fois que l'implant est en place, mise en place du SSA et suture pour bien fermer hermétique. Vu que j'essaye de mettre des cas relativement récents, et là, c'est un cas j'avais tout filmé tout enregistré l'écran. Je vous montre juste le résultat d'un autre cas que j'ai vu hier ou avant-hier. Donc là, c'est le SSA. Une fois que c'est déposé, voilà le genre de cicatrisation qu'on obtient. Et ça, c'est hyper satisfaisant parce que là, pour réaliser la prothèse derrière, c'est un jeu d'enfant pour tout le monde, pour le prothésiste, pour le patient, parce qu'il n'a pas de douleur, c'est hyper confortable et il n'y a pas trop de questions à se poser. Et si vous vous rappelez tout à l'heure quand on parlait de digital workflow, je vous avais dit que grâce à cette vision globale du travail, ça m'a permis de réfléchir à un protocole. Et c'est ce qui nous a permis au cabinet de mettre en place ce qu'on a appelé Guided Every Step Treatment Protocol. En gros, on veut être guidé à chaque étape depuis l'acquisition des données jusqu'à la réalisation de la prothèse définitive. On ne fait pas un guide chirurgical. On va avoir un protocole de travail qui va nous guider pour la réalisation des photos, pour la réalisation des empreintes, pour la planification, la fabrication, au niveau clinique, et évidemment au niveau de la prothèse définitive. Et l'idée, ça a été de prendre chaque situation clinique,
de trouver le flux de travail qui correspond et de ne plus en sortir. C'est-à-dire que je ne peux pas vous dire que ça correspond à une seule manière de travailler, c'est une seule manière de travailler en fonction de l'analyse de la situation clinique. Et je ne pourrais absolument pas décrire toutes les petites subtilités de ce protocole de travail, mais en gros, de manière très très schématique, ça va toujours fonctionner de la même manière. Il va y avoir une première consultation. La première consultation va nous amener à un diagnostic qui va nous donner une proposition de plan de traitement. À partir de cette proposition de plan de traitement, on va placer à la réaction du clone digital de notre patient. Le clone digital va nous permettre de pouvoir réaliser les éléments nécessaires à la chirurgie et à la mise en charge immédiate. Évidemment, ici, je parle, j'ai oublié de le préciser, dans les cas de réhabilitation complète sur implant. Tout ce qui est guest protocole, ça marche que pour les implants. Et une fois que la mise en charge immédiate a été faite, cicatrisée, que tout a été validé, on va pouvoir passer à l'empreinte pour la prothèse définitive et à la pose de la prothèse définitive. Et si je devais schématiser ça, c'est comme si on avait deux grandes classes de travail. On a la partie chirurgicale, analyse, planification, chirurgie, qui est prothétiquement guidée. C'est-à-dire que c'est le futur projet prothétique qui va nous servir de guide à toutes les étapes du traitement. Et à partir du moment où ce projet prothétique nous a servi pour faire un guide, un provisoire, c'est ce provisoire, c'est pour ça que j'appelle ça prothèse prothétiquement guidée, qui va guider la réalisation de l'empreinte de la prothèse définitive et qui va nous aider sur la prothèse définitive. On va illustrer ça schématiquement, je ne vais absolument pas rentrer dans tous les détails, mais c'est pour vous montrer le flux de travail et comment ça s'organise en bouche. Ici, on a une patiente qui vient parce qu'elle a ses dents mandibulaires qui bougent. Vous allez le voir tout à l'heure, il y a une petite vidéo, ça bouge beaucoup. On a des fractures au niveau des molaires. On a décidé d'extraire toutes les dents. Et particularité de cette patiente, alors là, vous verrez après que ce n'est pas tout le temps comme ça, mais hormis la prothèse définitive, on a tout fait au cabinet. Donc ici, on a la situation initiale. Je modélise le wax-up de mon futur projet prothétique. Là aussi, je n'ai pas commencé par ça. Et je vais être hyper honnête, la première fois où j'ai fait un wax-up d'un bridge complet, comme c'est le cas ici, c'est pas parce que j'en avais envie, c'est parce que j'avais oublié de faire la commande. Et le gros inconvénient quand vous avez un laboratoire de prothèse au cabinet, c'est que vous avez tendance à penser que le temps devient beaucoup plus long. Et vous vous dites, ça va, je suis large, c'est pour demain. Ouais, mais quand on a oublié de demander au prothésiste le projet, pour demain, la chirurgie, elle est quand même là, donc on fait le wax-up et on fait tout. Donc là, c'était un cas comme c'était cette situation-là. Donc je fais le wax-up et l'idée, c'est que ce wax-up va me servir de projet pour ma planification implantaire. Et la première chose que je fais une fois que j'ai positionné mes implants, je regarde est-ce que la situation initiale me permet de conserver quelques dents pour pouvoir stabiliser mon guide. Ici, la réponse, elle est non. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas faire un seul guide pour cette patiente, on va faire 4 guides. Et en réalité, quand je vous voyais ça, vous devez être en train de vous dire, ce mec est complètement barré. Pas tant que ça, en fait. C'est un peu sûr, mais pas tant que ça. L'idée, c'est quand on a commencé à faire des guides sur des situations simples, on a compris comment on faisait un guide. Et puis, on s'est aperçu qu'à force d'en faire, il y avait des petites subtilités dans les logiciels, que la réalisation de multi-guides, voire même des guides à étage, mais c'est un truc différent, mais c'est que des problèmes de souris en réalité, de modélisation, c'est pas très compliqué. Et avancer de proche en proche, en gros, au lieu de planifier un implant, de planifier 6 implants, je planifie 2, puis 4, puis 6, c'est beaucoup plus simple. Et je peux toujours avoir des points de repère. Et ça ne me prend pas spécialement de temps. Ce qui me prend du temps, c'est de réfléchir à ça. Mais une fois que j'ai réfléchi à mon plan de traitement, où je vais mettre mes implants, quelle ma séquence de pose d'implant, parce que là aussi, il y a des règles, on ne commence pas par n'importe quel implant, et qu'on réalise les guides en fonction de ça, ça devient hyper simple. Et je peux vous garantir que quand vous arrivez en chirurgie, vous n'avez plus de questions. Et là où ça devient un peu plus intéressant, c'est qu'on est à la mandibule, et faire de la mise en charge immédiate à la mandibule sans avoir de provisoire fait en amont, parce que je ne veux pas faire de provisoire en amont, je ne veux pas solidariser en bouche, ce genre de choses-là, et là, faire un provisoire directement vissé sur les implants, j'y crois pas. Alors, je pourrais vous montrer des cas où ça a marché, mais c'est pas reproductible, donc c'est quelque chose que je ne veux pas faire. Et surtout, je veux pouvoir garder la main. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, la chirurgie peut ne pas se passer comme c'était prévu. Il faut pouvoir se dire, je vais changer. Donc, je veux reprendre une empreinte post-opératoire. À la mandibule, ici, je suis obligé d'enlever toutes les dents. Donc, je n'aurai aucune dent qui va me servir de repère pour aider ma caméra ou me superposer à mon projet initial pour que le prothésiste puisse faire son wax, son provisoire. Donc, quand j'ai plus de dents, je me suis dit, on va faire repousser des dents. Puisqu'après tout, en bleu, vous avez votre projet prothétique. Ce projet prothétique, je peux l'exploser
puisque je fais ce que je veux. J'ai le modèle. En plus, pour le coup, ici, il a été créé au cabinet, mais quand c'est Bastien qui me les fait, c'est exactement la même chose. Je peux exploser les dents. Je conserve que les dents qui m'intéressent et je crée un autre guide qui s'appuie toujours sur les clavettes que j'avais depuis le début de ma chirurgie. Et ces clavettes-là vont permettre de faire transitoirement repousser des dents pour faire mon empreinte post-opératoire. Et ce qui fait que sur cette même empreinte, vous avez l'occlusion, vous avez la position des implants, vous avez votre futur projet, vous pouvez faire serrer le patient, vérifier que ça se positionne bien, et vous ne refaites pas d'empreinte. Vous ne faites que cette empreinte-là. Vous envoyez cette empreinte au laboratoire, le laboratoire va la superposer sur le projet initial, sur l'empreinte bleue, et après, il va designer son provisoire. Ici, on va pousser le délire. C'est moi qui vais designer le provisoire, mais je fais exactement ce que Bastien ferait sans la rapidité de Bastien. Donc là, pour illustrer le premier guide, vous voyez que sur ce guide, il n'y a aucun implant qui est posé, j'ai que mes clavettes, puisque les clavettes sont mes points de repère sur toute l'intervention. Si les clavettes ne sont pas parfaitement posées, je vais me dévier beaucoup sur mon projet global. Donc l'idée, c'est d'utiliser toutes les dents, même si elles sont mobiles, pour positionner les clavettes. Donc là, voilà comment ça se passe en bouche. Je vais juste avancer pour que ce soit rapide et pas vous faire perdre de temps. On va clipser le guide. Donc là, sur des cas comme ça, où on a des dents qui sont mobiles, vérifier qu'on est vraiment bien à fond, bien positionné. Vous voyez que les pieds, le fait d'avoir ces guides hyper ouverts, c'est hyper cool parce qu'on peut voir si on est bien stabilisé ou pas. On va mettre en place nos clavettes, nos pins osseux. Donc voilà, on va passer bien. Il faut bien enlever les débris. Attention, quand vous pincez, même si c'est dans des douilles, en réalité, le guidage n'est pas optimal de par la longueur des forêts. C'est une obligation. Donc, il faut bien rester centré dans la douille, descendre, enlever les copeaux. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir... Je vise quand même, je ne sais pas si on va le voir, voilà. Je vise quand même les clavettes. Alors ça, c'est des clavettes de chez Miss. Je les adore parce qu'elles sont impactées. Et après, vous voyez que je les visse à l'intérieur pour être sûr d'être à fond. Donc, une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à enlever le guide et je passe à la suite. Donc, la suite, c'est d'enlever les dents antérieures, les 6 dents antérieures pour positionner mes 2 premiers implants. Vous allez voir qu'au niveau des extrêmes, vous voyez, ça bouge beaucoup. Donc là, je n'ai absolument pas de difficulté. L'idée, c'est juste d'être bien précautionneux au niveau après de curetage des alvéoles. Donc, je vous passe les extractions et on va positionner notre premier guide où les clavettes déjà en place sont les clavettes que l'on avait déjà positionnées en amont. Ça veut dire que quand je mets mon guide ici en place, je dois pouvoir repositionner mes clavettes facilement et parfaitement. Je dois pouvoir les visser à fond. Est-ce que j'aurais pu me passer des clavettes? Oui, mais je vais vous le déconseiller. Je vous le déconseille parce que votre guide en antérieur, lorsque vous allez forer, avec la rigidité discutable, on va dire, de la résine, on va dire plutôt de l'élasticité de la résine, vous pouvez avoir une mini bascule. Alors, c'est rien, en soi, ça ne va pas non plus énormément changer, mais l'idée, c'est toujours avoir ces points de repère, d'être le plus stable possible, de stabiliser un maximum mon intervention. Donc, je positionne les implants. On va passer un petit peu vite sur le positionnement des implants, parce qu'en chirurgie guidée, c'est toujours la même chose. Donc, on positionne les implants. On met en place les 2 premiers implants. Hop. Ici, je finis toujours de positionner à la main. Et après, on n'a plus qu'à démonter ce petit monde et on enlève le guide. On va poser à notre 3e guide. Vous avez compris, hein, c'est toujours la même chose. Ici, on va enlever les dents qui nous intéressent. Et je positionne mon 3e guide. Donc, c'est toujours la même chose. Vous voyez que j'ai gardé une dent au milieu. C'est pour aider à la stabilisation de mon guide. Alors, sur ces cas paro, méfiez-vous. Il m'est déjà arrivé de ne pas réussir à rentrer. Ou alors, lorsque j'ai enlevé mon 2e guide, j'ai enlevé des dents qui partent avec. Donc, il faut pouvoir avoir des solutions de rechange. Et c'est aussi pour ça que je veux toujours claveter, parce que les clavettes pourraient me servir en cas où je perds une des dents qui devait me servir de support. Donc, une fois que c'est claveté, on va aussi se repositionner. Des fois, là, pour la vidéo, je ne l'ai pas fait, mais je vais mettre un porte-implant dans les implants déjà posés qui vont servir à cette fois aussi de clavette. Et on positionne nos 2 implants supplémentaires, comme ce qu'on a fait de l'autre côté. On va faire pareil de l'autre côté, vous avez compris le principe. On ne va pas se passer trop de temps, mais c'est exactement la même chose, à la différence que là, j'utilise les implants déjà en place comme clavettes. Comme les implants sont beaucoup plus larges que les clavettes, ils sont des fois plus faciles à retrouver en termes de positionnement. Dès que vous en avez un ou 2 qui est repositionné, c'est beaucoup plus simple après de bien remettre son guide. Et ça, c'est le moment où il faut aller doucement, être sûr que tout est bien à fond, que toutes les clavettes sont à fond, que le positionnement des guides est bien en place, parce que le guide ici, à ce moment-là, ne s'appuie plus que exclusivement sur et les clavettes osseuses et vos implants.
Donc, si jamais vous n'êtes pas sûr de votre positionnement, à ce moment-là, ça peut devenir beaucoup plus problématique. Donc voilà, on refait exactement la même chose, on pose nos derniers implants. Ici, derrière, l'étape d'après, ça va être de passer ces profileurs d'os, puisque je ne suis pas rentré dans les détails, mais les multi-unités que je vais vouloir positionner ont toujours une hauteur minimale de 3 mm, c'est pour des raisons biologiques, et donc je peux avoir des formes d'os qui ne sont pas compatibles avec ça. Donc je vais vouloir retravailler le contour osseux pour ne pas avoir de gêne lorsque je vais vouloir insérer mes multi-unités, et ça va aussi commencer à travailler la forme de l'os pour pouvoir mettre ça. Une fois que c'est fait, on met en place nos multi-unités, donc sur ça, il n'y a aucune difficulté, c'est le moment aussi où on est sûr de la stabilité de son implant. Si vous commencez à vouloir torquer un multi-unit et que ça tourne, peut-être que la mise en charge, il va falloir la revoir. Et ce qui est hyper intéressant, ce qui nous amène, c'est à cette partie-là, ça va être le positionnement de notre guide d'empreinte, qui se positionne dans l'os avec les clavettes osseuses. Donc c'est souvent, voilà, on va chercher un petit peu l'entrée de notre clavette. Je commence toujours par celle qui est en antérieur, qui est la plus facile à retrouver. Je ne vous dis pas qu'à la mandibule, c'est simple. Au maxillaire, ça l'est beaucoup plus, mais à la mandibule, lorsqu'on lève pas ou peu de lambeaux, comme c'est le cas ici, c'est compliqué. Ça peut, des fois, on peut passer un peu de temps à bien rechercher. Il faut être sûr de son positionnement, que tout soit bien vissé à fond avant de faire son empreinte. Sinon, on va dévier le positionnement de ce guide. Si ce guide n'est pas parfaitement mis en place, ça va se répercuter sur le positionnement de votre proviseur puisqu'il va être fait par rapport à lui. Donc ça, c'est hyper important. Et une fois que l'aide pour l'empreinte a été fait, vous mettez en place vos multi-unités. Alors, vous pouvez voir d'autres types de guides d'empreinte. D'ailleurs, je ne devrais pas utiliser ce mot-là parce que à peu près au moment où j'ai publié la première fois ce système de travail-là, il y a Nicolas Boutin et tout son groupe de travail à la SAPO qui ont utilisé et modélisé aussi quelque chose de ressemblant, même si dans le design c'est très différent, mais l'idée est la même et eux ils l'ont appelé aussi guide pour empreinte ou guide d'empreinte numérique. Je crois que c'est guide d'empreinte numérique qu'ils l'ont appelé. Mais voilà, l'idée est la même, donc c'est quelque chose que vous pouvez retrouver dans la littérature. Et en fait, il n'y a pas de système plus efficace qu'un autre. Ce qui compte, c'est celui que vous appréciez et que vous utilisez. Par contre, ce qu'il faut, c'est le secret du numérique, c'est de toujours avoir des points de repère que vous pouvez superposer dans l'espace. On fait l'empreinte, vous voyez que l'empreinte est assez rapide, on démonte tout, et après, on va pouvoir passer à la modélisation du provisoire. Vous voyez que dans Exocad, je me retrouve avec mon guide d'empreinte et mes scan body en place, et je vais pouvoir, à partir de là, modéliser le provisoire par rapport à mon projet prothétique. Ici, je n'ai pas besoin de refaire tout l'empreinte, je n'ai pas besoin d'avoir l'antagoniste, je n'ai pas besoin de tout ça, puisque ça a été enregistré depuis l'analyse initiale. Je ne fais que superposer mon empreinte de travail avec mes scan body que j'ai obtenus en bouche sur le projet initial, et c'est à partir de ce projet initial et la position des scan body qu'on peut réaliser le provisoire. Ici, on utilise encore un autre logiciel. Une fois qu'on a designé le STL de notre provisoire, c'est un autre patient, on va mettre ça dans un logiciel qui va calculer le chemin de passage des fraises dans l'usineuse, puisqu'en fait, il faut imaginer qu'on va avoir un gros disque de PMMA dans lequel des fraises vont venir enlever tout ce qu'il faut pour se retrouver avec cette forme-là. Pour pouvoir obtenir le passage de fraises optimal, c'est un logiciel qui va calculer ça. Ici, moi, j'utilise Mailbox en l'occurrence. Dans Mailbox, et après, c'est la machine qui va travailler. Là, par contre, c'est un petit peu plus long. Pour un bridge complet comme ça, il y a entre 1h30 et 2 heures d'usinage. Et là, par contre, les temps sont cumulatifs. Vous faites un Bimax, ça veut dire 4 heures d'usinage. C'est pas un peu plus long, c'est 2 fois plus long. Alors que l'impression 3D, c'est pas le cas. Si vous imprimez un provisoire en PMMA et que vous imprimez un Bimax, vous n'allez pas avoir 2 fois plus de temps de travail. Selon la technologie de l'imprimante, vous n'aurez même pas de temps supplémentaire. Ça va être exactement le même. Une fois que c'est fait, donc vous vous retrouvez avec votre provisoire qui a été imprimé dans le PMMA, dans le disque. Vous récupérez ce disque, vous coupez les petites attaches et vous avez que, entre guillemets, du polissage. Je ne parle pas sur les provisoires imprimés ici, parce que d'abord, je sais que Charles en a beaucoup plus parlé, beaucoup mieux parlé que moi avant, et je sais qu'il en fait beaucoup. J'en ai fait énormément aussi avant, et depuis que j'ai goûté à l'usinage, honnêtement, j'ai beaucoup de mal à repartir sur l'impression 3D, même si ça fonctionne très bien. Donc, ce n'est pas le plus joli cas qui existe, mais on met en place son provisoire, on laisse cicatriser, ça commence à ressembler à quelque chose d'intéressant. On va déposer, on voit qu'au niveau de la cicatrisation, c'est bien, la patiente est hyper contente parce qu'elle n'a absolument rien senti. Et une fois que tout est cicatrisé, voilà, la situation prête pour passer à la prothèse définitive.
On va mettre en place nos scan body. Ici, c'est mon chemin de scannage que je fais en solidarisant tous les scan body. Là aussi, on pourrait y passer beaucoup plus de temps. Photogrammétrie, pas photogrammétrie, est-ce qu'on solidarise ou pas? Ici, c'est pour vous présenter mon flux de travail sans rentrer spécifiquement dans chaque discussion. Et là, je ne fais plus le travail. Ici, c'est Benjamin Breton qui a fait le travail de la céramique, où là, c'est un vrai travail d'orfèvre. C'est juste magnifique ce qu'il fait. On met ça en place et la patiente est super contente. Si je dois schématiser ça, en réalité, aujourd'hui, au cabinet, on va se retrouver dans 2 cas de figure. Ici, je ne parle pas sur guest ou quoi, parce que guest, c'est que pour les protocoles de mise en charge sur les réhabilitations complètes. Ici, en gros, c'est est-ce que je suis dans une situation simple? Simple, ça veut dire 1, 2, 3 dents. Jusqu'à 3 dents, c'est simple. Allez, même des bridges de 4 éléments, je vais toujours considérer ça comme simple. Simple, ça veut juste dire, en fait, pas beaucoup de modélisation. Pas de grand volume à modéliser ou pas de gros changements au niveau de l'occlusion, ce genre de choses-là. Ou alors, je suis dans une situation ou d'une réhabilitation complète ou une réhabilitation complexe où j'ai pas forcément beaucoup de dents, mais ce sont des situations avec des formes, des teintes, des schémas occlusaux extrêmement particuliers. Pour ce qui est des différentes étapes, pour ce qui est de l'acquisition de données, pour un cas simple comme pour un cas complet, tout est fait au cabinet. Pour ce qui est de la réalisation du projet prothétique, pour les cas simples, tous les petits wax-up de 1, 2, 3 dents, c'est fait systématiquement au cabinet, je le fais directement. Si c'est des cas beaucoup plus complexes, à ce moment-là, c'est majoritairement fait par le laboratoire et de manière plus anecdotique, ça peut être fait au cabinet. Si jamais la modélisation des guides, que ce soit pour les cas simples comme pour les cas complexes, je ne délègue aucun guide parce que vous avez compris que je ne fais rarement qu'un guide quand c'est des cas complets. Je vais souvent faire 1, 2, 3 guides et je vais faire mes guides d'empreinte. Et une fois que j'ai mon chemin de travail, en réalité, c'est pas long à faire. Un cas complet, ça me prend à peu près 1 heure, 1 heure et demie de planification. Alors certes, c'est du temps. Ça, on en rediscutera à la fin. Mais je passe moins de temps à le faire qu'à l'expliquer. Pour ce qui est de la production des provisoires, dans tous les cas, elle est faite intégralement au cabinet. Pour ce qui est de la modélisation des bridges de mise en charge immédiate ou des provisoires de mise en esthétique immédiate, pour les cas simples, c'est fait systématiquement au cabinet. Pour les cas plus complets, c'est fait au laboratoire et plus anecdotiquement au cabinet. Pour ce qui est production des provisoires, c'est toujours fait au cabinet. Pour ce qui est de la modélisation pour les prothèses définitives, c'est fait ou au labo ou au cabinet pour les cas simples. Les cas très simples postérieurs, ça peut être fait au cabinet. Les cas esthétiques antérieurs, quand il n'y a qu'une seule dent, ou tous les cas où c'est fait au laboratoire. Pour tous les cas complets et complexes, c'est systématiquement fait au laboratoire. Et la production de la prothèse définitive, c'est la même chose, mais majoritairement, c'est fait au laboratoire. Donc, c'est là où, en fait, les choses ont évolué dans ma pratique, c'est que je n'utilise plus le laboratoire systématiquement depuis le début. Alors, je vais l'intégrer au début. Ça veut dire que même sur des cas des fois simples où que je vais vouloir faire, je vais quand même envoyer pour avoir l'avis de Bastien ou Julien Montenero ou Benjamin. Mais il y a des choses que je ne veux plus déléguer, en l'occurrence tout ce qui est planification implantaire, tout ce qui est guides chirurgicaux. Ça, c'est des choses que, une fois qu'on a pris l'habitude, c'est beaucoup plus rapide de le faire. Et je voudrais remercier justement tous les laboratoires que j'embête tout le temps avec mes idées farfelues. En premier, Bastien avec Drop Your Smile, qui est une machine de guerre de réponses. À n'importe quelle heure, il va nous designer tout. Enfin, c'est extraordinaire son travail. Julien Montenero et Benjamin, qui sont maintenant, on a la chance de les avoir tous les deux dans le même laboratoire à Nice et qui font des travaux de céramique qui sont juste extraordinaires. Donc c'est vraiment ce cumul où je vais choisir chacun pour sa spécificité, sa capacité de réaction. On n'a pas la même demande de réaction entre une mise en charge immédiate où il faut que le design soit fait en 1 à 2 heures et sur ces cas ça c'est un bridge qu'on a mis en place il y a aujourd'hui, je crois, ou hier, fait par Benjamin, où là, évidemment, on a beaucoup plus de temps et c'est pas du tout la même problématique. Pour conclure, avant de laisser la parole à Bastien, en fait, modéliser et produire au cabinet, réellement, qu'est-ce que ça implique aujourd'hui? Qu'est-ce que ça m'a apporté et est-ce que je vais continuer à le faire? Déjà, ce que ça m'a apporté, c'est j'ai travaillé ma communication, alors certes avec le patient, mais surtout avec les laboratoires de prothèses. Le fait de parler le même langage qu'eux, le fait de savoir où eux vont rencontrer des difficultés, de savoir ce qu'ils vont faire de nos empreintes, de savoir comment ça se passe au laboratoire, je vois les choses différemment. Le fait de savoir que
j'ai galéré pour faire un profil d'émergence parce que cette position d'implant n'était pas bonne, ben, la prochaine fois, je ne vais pas râler parce qu'il m'a fait un truc qui n'était pas bien. Non, j'avais qu'à mieux optimiser le positionnement de mon implant. Et ça a vraiment complètement changé le rapport que j'ai avec eux. Je respecte encore plus leur travail parce qu'il y a des choses que je m'aperçois, c'est vraiment hyper compliqué. Un truc tout bête, des fois, on reçoit des travaux ou des proviseurs, on se dit « Ouais, le maquillage, il est pas dingue. » Ouais, mais maintenant que j'ai essayé de maquiller des travaux prothétiques, je m'amuserai plus jamais à aller les critiquer. Hein. C'est vraiment hyper compliqué. En tout cas, moi, je suis très, très mauvais là-dedans. Donc, bravo à eux. Et vraiment, le fait de me mettre penché dans leur job, ça a été pour moi phénoménal. Ça a augmenté ma qualité de travail. Parce que pareil, hein, là je peux plus remettre la faute sur le prothésiste. Si un truc est mal fait, c'est à cause de moi. Donc je pense être beaucoup plus regardant sur mon travail. Beaucoup de sérénité. Un truc qui ne me fait absolument plus peur, c'est l'appel du lundi matin du proviseur qui s'est pété. En fait, je m'en fous, je relance un usinage et c'est terminé, c'est réglé dans la journée. On n'a absolument plus aucune crainte là-dessus. On a une meilleure prise en charge du patient parce que forcément, si je travaille mieux, si je suis plus serein, si je communique mieux, le résultat au final, il est meilleur. Et là aussi, je trouve que mes réhabilitations sur implant sont meilleures maintenant qu'il y a 4 ans, pas que parce que j'ai vieilli, mais aussi parce que j'ai gagné en expérience sur le côté de la prothèse. Et je trouve en tout cas dans un cabinet où maintenant on est plusieurs, en termes de coûts, on s'y retrouve parce que on fait beaucoup de choses en interne, donc forcément ça a un impact sur nos coûts. Maintenant, au niveau des points négatifs, ce genre de mise en place de flux de travail demande une courbe d'apprentissage, voire même des courbes d'apprentissage. Chaque fois que vous allez intégrer un nouvel élément, c'est des nouveaux apprentissages à mettre en place. Là, je vous montre ça, comme si c'était hyper simple. C'est pas compliqué, mais ça demande du temps. J'y ai passé pas mal de temps, surtout que j'ai pas commencé par Exocad, j'ai commencé par Mesh Mixer. On y passe du temps. Mais une fois qu'on a passé ce step, après, c'est vraiment hyper, hyper confortable. Il y a un investissement initial. Vous mettez un Serec, ça coûte cher. Vous mettez une usineuse, ça coûte cher. Je vous donne un exemple. Hein, je prends une usineuse. Donc, au début, j'appelle, j'installe. OK, ils me disent il faut un four à zircone. D'accord, je mets le four à zircone aussi. Et je fais mes premiers éléments en zircone. Et là, je me retrouve à devoir maquiller de la zircone. Bon, déjà, je ne sais même pas comment on faisait. Et je veux cuire la zircone maquillée. Et là, donc, je me dis, bon, il doit bien y avoir une fonction dans le four qu'on m'a livré. Et là, je viens de comprendre qu'un four de sintérisation et un four pour maquiller, c'est pas les mêmes. Et donc, vas-y, recommande un four. Mais ça, on me l'avait jamais dit. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça. On me l'avait peut-être dit à la fac, mais j'avais vraiment vite oublié. Donc, il y a un investissement. Et puis après, on veut les nouveautés. Il y a une nouvelle imprimante qui sort. Donc, on appelle Nolven. Nolven, est-ce que tu peux m'envoyer une nouvelle imprimante? Oui. Et une fois qu'on a commencé à rentrer là-dedans, c'est très compliqué d'en ressortir parce que c'est un vrai confort de travail. Ça prend de la place. Prévoyez de la place. Ne pensez pas, autant un Serec, vous le mettez en salle d'attente, c'est pas très grave, c'est joli. Mais les impressions 3D, vous oubliez de les mettre face au public. C'est beau quand ça sort du carton. Après 2-3 utilisations, c'est beaucoup moins beau. Et après 2-3 ans d'utilisation, c'est carrément dégueulasse. Donc, mettez-y de la place, prévoyez des endroits vraiment spécifiques pour ça, et un petit peu de rigueur dans le rangement, ça fait pas de mal, et je suis vraiment pas le roi là-dessus. Et surtout, par quoi je commence? Lorsque je vous montre tout ça, si demain vous allez me dire, ok, je fais quoi en premier? La réponse, elle n'est pas forcément évidente, parce qu'elle n'est pas universelle. C'est-à-dire que là, c'est vraiment en fonction de chacun, de ses appétences par rapport à l'informatique, ce genre de choses-là, mais il y a une petite réflexion à avoir là-dessus. Aujourd'hui, je reviendrai absolument pas en arrière. Et je vois pas comment je pourrais me passer d'Exocad. Je fais de plus en plus de choses avec. Aujourd'hui, globalement, on modélise nos proviseurs, on modélise nos courants définitifs, on modélise nos guides, on modélise nos modèles, on produit tout ça. Et on va directement faire appel maintenant au labo, pas pour ces tâches, finalement, j'ai pas envie de dire ingrates, mais presque. Et on va leur demander juste de faire ce pourquoi ils sont vraiment hyper talentueux. C'est des designs de folie et de monter des céramiques de dingue comme nous, on sait pas et je ne saurais jamais faire. Et c'est pour ça que maintenant, je trouve que mon rapport et ma communication avec les labos a complètement changé. Ça, je vous le montrerai après. Est-ce que Bastien, tu es d'accord avec tout ça? Déjà, merci pour tout ce que tu as dit. Et, ouais,
ça reflète bien un petit peu, de toute façon, les valeurs que tu as et ta façon de travailler. Juste, je vais prendre la main pour présenter. Je vais pas prendre beaucoup de temps. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Et juste peut-être avant que tu prennes la main, Bastien. Ah pardon, j'avais coupé le son, j'avais pas entendu que vous parliez. Pas de problème. Tu nous entends, Sébastien? Attends, il faut que je coupe le partage peut-être. Ouais, avant que Bastien prenne la main, il y a souvent une question qui revient pour le design au cabinet. Tu l'as expliqué qu'aujourd'hui, sur des petits éléments, tu prenais la main et que tu faisais pas forcément appel à un laboratoire. Beaucoup de laboratoires le voient comme une menace pour leur travail, pour tout simplement pour l'évolution de leur laboratoire. J'aimerais bien aussi écouter Bastien donner un petit peu son avis, lui, comment il voit cela, si c'est une menace, si au contraire c'est une opportunité. Enfin, voilà. Moi, personnellement, je pense qu'au contraire, donc évidemment, il y a des laboratoires qui font énormément de cas, de tout venant, du petit cas, de l'onlay, de la couronne, etc. Mais il y a beaucoup de laboratoires aussi qui ont de l'expertise et en fait, qui font énormément de cas complexes que peut pas forcément faire aussi le chirurgien dentiste parce que par manque de temps aussi, parce que il y a une courbe d'apprentissage, comme le disait Sébastien. Donc pour moi, c'est pas forcément une concurrence. Au contraire, ça va venir alléger un petit peu le laboratoire sur des onlay classiques ou des couronnes assez simples à réaliser. Ça va rendre le praticien d'un autre côté un peu plus autonome. Donc en fait, c'est un gain de temps pour le praticien et en même temps, c'est pas un gain de temps pour le laboratoire, mais il va réussir à changer sa pratique et mettre son expertise et expérience sur d'autres travaux. Donc Ok. Et puis ça va dans l'air du temps avec l'arrivée d'imprimantes 3D au cabinet, etc. et la démocratisation de tout ça. Top. Voilà pour mon avis. Donc après, pour imaginer un petit peu ce qu'a dit Seb, donc tous ces cas, il en fait une grosse partie au cabinet. Après, il en délègue quand même quelques-uns. Tous les cas où il n'a pas le temps et les cas plus ou moins complexes. Parce que bon, c'est pas tout le travail, mais il faudrait aussi dormir. Et donc avec Sébastien, donc en fait, on a mis en place une collaboration qui aujourd'hui sont mises en place grâce à des valeurs qu'on partage. Et comme il le disait, c'est avec la communication. Parce que un prothésiste ne peut pas forcément avoir l'envers du décor. Parce que la partie clinique, il n'y a que le dentiste qui la voit. Et nous, en tant que prothésiste, c'est intéressant de pouvoir l'analyser. Après, derrière, il y a l'exigence. L'exigence, c'est dans la façon de travailler. Moi, j'essaye toujours d'avoir un design qui soit irréprochable, et du coup, il va en découler la qualité en fait du produit qu'on va livrer. Et derrière, le côté humain avec la relation humaine qui est hyper important pour avoir en fait un travail toujours de qualité. Derrière, j'ai juste illustré avec une situation clinique qu'on a eu l'opportunité de faire avec Sébastien. Donc là, une patiente se présente avec un cas paro assez avancé. Seb, si tu veux me dire peut-être un petit mot là-dessus. C'est une patiente qui était hyper complexée par son sourire. Il y a une parodontite qui avait été traitée pendant plusieurs années. Là, il y a tout qui commençait à être mobile. Il y avait perte de calage postérieur. La patiente refuse de faire de l'ortho. Il y a tout un contexte qui fait qu'on décide et puis de toute façon, beaucoup de dents qui étaient déjà perdues. On décide de partir sur un couplet bimaxillaire, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Donc du coup, situation clinique. Donc là, je vais reprendre un petit peu brièvement ce qu'a dit Seb. Donc en fait, on va essayer d'obtenir l'avatar numérique de ce patient-là. Donc ça va être avec prise de photos, empreintes optiques, DICOM, etc. Derrière, en fait, Seb, il a tout simplement passé commande sur la plateforme Drop Your Smile. Il a demandé un projet prothétique pour pouvoir en fait réaliser sa planification. Donc projet prothétique que voici. Donc extraction virtuelle des dents. Le projet prothétique va nous servir à recréer une ligne du sourire, remettre les milieux à leur place, les corridors, voir si ils sont bons, etc. Donc c'est vrai que le projet prothétique il va être hyper intéressant pour Seb pour en fait placer ses implants au bon endroit. Donc comme il vous a dit, lui il délègue pas cette planification parce qu'il a sa façon de travailler, de poser ses implants, etc. Et ça, il pourra vous en dire un petit peu plus dans ses formations.
Mais du coup, voilà, le projet prothétique, c'est quelque chose qui va être très important pour les chirurgiens dentistes pour pouvoir positionner leurs implants ou pour pouvoir même se projeter dans la situation finale. Donc là, à gauche, situation initiale, à droite, la situation idéale que l'on souhaiterait avoir. Derrière, donc Seb a réalisé ses guides, a posé ses implants, a mis ses corps de scannage, donc les scan body. Je les ai rematchés grâce au fichier qu'il m'a envoyé. De là, je réalise tout simplement, grâce à mon projet prothétique, mon bridge de mise en charge que je connecte aux implants. Donc après, derrière, on valide ensemble les compressions muqueuses, etc. Hop, un petit bug. Ok, donc du coup, une fois que ça c'est fait, Seb réalise la production et immédiatement pose le bridge dans la journée grâce à toute la chaîne de production qu'il a internée lui-même au cabinet. Et du coup, on passe du virtuel à la réalité en très peu de temps et avec un résultat qui est très reproductible. Et comme peut en montrer la photo, que je trouve qui est plutôt sympa. Ouais, là, la photo, si je dis pas de bêtises, on est à 1 mois ou 1 ou 2 mois post-op. Voilà, donc à ce moment-là, le travail, en fait, c'est surtout d'aider Sébastien à pouvoir être serein lors de ses chirurgies, à pouvoir l'accompagner au maximum et en l'aidant du mieux que possible. Du coup, voilà, c'est un petit peu tout ça. Drop Your Smile, c'est une agence de design dont je suis le fondateur. Je suis formateur Exocad aussi et puis voilà, prothèse dentaire depuis maintenant 9 ans. Donc voilà un petit peu pour la brève aparté. Donc derrière, je vous laisse juste, si ça vous intéresse, un petit QR code pour pouvoir échanger sur vos pratiques, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis même en fin de réunion, on pourra y répondre tous ensemble. Je vais repasser la parole à Seb. Ouais, c'est cool. Merci beaucoup. Après, je rejoins complètement ce qui vient d'être dit. C'est peut-être pas le plus important, mais ouais, si le plus important, ça reste la relation humaine, que ce soit entre le praticien et le patient, que ce soit entre le praticien et toute l'équipe au cabinet, et entre le praticien et le laboratoire de prothèse. Et je pense que c'est ce qui a évolué de manière hyper positive dans notre manière de faire, c'est qu'aujourd'hui, lorsque je vais rechercher un interlocuteur pour du design ou de la prothèse, oui, je vais chercher des compétences, mais je vais pas rechercher que ça. Et c'est ce que j'ai pu retrouver avec Drop Your Smile. Et c'est peut-être un peu l'inverse de ce qu'on vit actuellement avec tout ce monde numérique. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'on passe peut-être de plus en plus de temps sur nos smartphones, sur tout ça, et que finalement, on a de moins en moins d'interactions sociales. Et finalement, au cabinet, c'est exactement l'inverse qui s'est produit. C'est grâce à à ce travail, à cette synergie commune, finalement, c'est l'humain qui a primé et on a simplifié nos prothèses, nos process de travail. Et je trouve ça fonctionne plutôt pas mal. Et ça, je suis assez content. Évidemment, là, en 1 heure, c'était impossible de rentrer dans les détails de tout. Et c'est pour ça que je profite de cette occasion pour vous proposer 2 sources d'approfondissement de toutes les thématiques qu'on a tout juste effleurées ici. La première, donc, c'est Digidance, c'est un organisme de formation que j'ai créé il y a quelques années et qui, là, on a ouvert une nouvelle dimension avec ce qu'on appelle l'école de chirurgie guidée où à travers un seul parcours de formation, avec 2 formateurs, donc avec Marcel de Créqui et moi-même, en 3 étapes, on veut parcourir l'intégralité de la chaire guidée, mais comme vous l'avez compris, pour moi, la chaire guidée n'étant que le bout d'une chaîne de travail, l'intégralité de la chaîne de travail. Et ça se passe en fait en 3 étapes, qui peuvent être indépendantes, mais l'idée, c'est de progresser à travers ces étapes-là. La première se fait exclusivement en e-learning pour apprendre à la prise en main d'un logiciel de planification. Donc là, c'est OneSoft. On part sur quelque chose d'hyper simple, mais le gros avantage, c'est que chaque module est associé à une boîte, une TP Box, avec des modèles qui ont été des vrais patients qu'on a opérés, que Marcel a recréés pour que vous puissiez les opérer chez vous. Le module 2 se fait en présentiel où on rentre plus dans le détail. Là, c'est tout ce qui est technique d'extraction, implantation immédiate, toute la biologie qui est derrière et comment le numérique nous aide à maîtriser tout ça. Là aussi, on a des TP vraiment hyper fidèles à la réalité.
Et après, on a un troisième niveau où là, on est plutôt sur les réhabilitations complètes et complexes, où là, on va vraiment détailler tout ce qui est le guest protocol et toutes ces étapes-là. Donc, si ça vous intéresse, je vous laisse ce QR code, vous pouvez regarder déjà pour le module 1 qui vient d'ouvrir. Et le module 2, les dates, ce sera en 2025, le module 3 fin 2025 aussi. Et voilà, l'idée, c'est pas simplement de créer une nouvelle formation, une énième formation, et en réalité, c'est de rentrer dans un parcours où on a une plateforme un petit peu comme Drop Your Smile, sauf que là, c'est dédié pour la modélisation, pour l'apprentissage à la modélisation, à la planification, à la réflexion autour des cas. Et l'idée, c'est que vous ne soyez plus seul dans les cabinets, mais à travers cette plateforme-là, on puisse progresser tous ensemble sur quelque chose qui est dédié à ça. Et la deuxième formation, où là, c'est vraiment dédié à la réhabilitation complète sur un plan exclusivement, c'est avec mon ami et plus qu'ami même, Mathieu Collin, où là, on va partager nos expériences, où lui, il a une expérience chirurgicale qui est juste phénoménale. Il a un relationnel patient, il a une expérience de vie qui est dingue, et c'est ce qu'on apprend aussi dans cette formation-là. Et je vais apporter beaucoup plus la touche, alors j'ai pas envie de dire numérique, parce qu'aujourd'hui on en fait tous les deux, mais vraiment ce côté beaucoup plus chaque cas égale chaque protocole et ainsi de suite. Mathieu est beaucoup plus pas freestyle, parce qu'en réalité il est hyper cadré, il joue un peu au freestyle, mais il est hyper cadré dans sa manière de faire. Mais on a vraiment cumulé nos deux approches complètement différentes pour arriver au même but, qui est celle de remplacer les dents de nos patients, et comme il le dit très bien, un patient édenté est un patient handicapé. Et ce qu'on veut, c'est résoudre ce handicap. Et c'est pour ça que cette formation est absolument, à mon sens, indispensable. Mais je ne suis pas objectif, évidemment. Je vous remercie à tous pour votre attention. J'espère que on a éveillé quelques vocations et envie de peut-être un peu plus planifier au cabinet. Je vous dis pas de tout faire, hein, c'est pas le but, et je vous garantis que je fais beaucoup de choses, mais je fais pas tout. J'ai aussi la chance d'avoir une équipe que je remercie beaucoup, parce que je leur délègue beaucoup de choses et ils me font beaucoup de choses. Mais vous n'en gagnerez que en qualité de travail et en relationnel avec toute votre équipe, vos patients et évidemment vos laboratoires. Je vous remercie et j'espère à bientôt. Merci beaucoup, Sébastien et Bastien. C'était vraiment excellent. On a débordé un petit peu le temps, mais je pense qu'il y avait tellement de choses intéressantes à voir. En tout cas, n'hésitez pas à les contacter, à nous contacter, à me contacter aussi pour la partie Exocad, la partie impression 3D. On est ravis de justement vous accompagner, et quand il y a des choses, des éléments, des sujets plus techniques, liés à des plans de traitement, Sébastien est aussi en support sur ces éléments, Bastien aussi, donc on aime bien aussi partager, et voilà. N'hésitez pas, en tout cas, je vous souhaite une belle soirée. Merci en tout cas d'avoir participé, et à très bientôt. Au revoir. Merci tout le monde, au revoir.